Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Une actu très chargée aujourd'hui, on va parler de Ghislaine Maxwell, Macron, Zelensky, Pape Ndiaye, Ségolène Royal. Oui, une actualité très chargée et si j'ai choisi de parler de tout cela, c'est qu'à mon avis, nous sommes, comme l'a dit si bien Macron, dans la grande bascule, dans un grand bouleversement, mais peut-être pas comme l'entendent les membres du gouvernement français. Alors d'abord, je voulais partager une bonne nouvelle avec vous. Nous sommes plus de 7000 abonnés sur cette chaîne. Vous êtes formidables, vous défendez cette chaîne et ça se voit parce que je reçois 30 à 40 abonnés par jour. Alors évidemment, comparé à des énormes chaînes, ça peut paraître très médiocre, mais en fait non, c'est formidable. Pour une chaîne de réinformation, c'est vraiment très bien et je vous remercie. Vous avez aussi remarqué que j'ai un peu de mal à suivre les messages parce que j'en reçois tellement et c'est parce que justement vous soutenez cette chaîne et je tenais vraiment à vous remercier et je vais essayer de rattraper mon retard ce week-end. Voilà, on va commencer par le premier dossier, l'affaire Ghislaine Maxwell. Alors pourquoi je parle de Ghislaine Maxwell? Parce que j'ai eu un gros fou rire quand j'ai vu ce livre de notre journaliste préféré, Laurent Saïm, Ghislaine Maxwell, une femme amoureuse. Alors là, on a l'impression véritablement que Laurent Saïm a encore frappé. Vous savez que en tout cas ceux qui nous ont rejoints, j'avais fait un numéro en expliquant que c'est la pire journaliste du PAF et j'ai l'impression que ce livre vient corroborer ma thèse. Alors pourquoi? Parce qu'elle nous explique plus ou moins que Ghislaine Maxwell, c'est la pauvre petite fille riche qui est tombée très amoureuse d'un sale type qui s'appelle Jeffrey Epstein. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'affaire Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un qui organisait des partouzes sur une île, voire dans son avion, avec des jeunes filles qui étaient mineures. Donc il est accusé de viol, il a été arrêté, il est mort dans sa prison et certains affirment qu'on l'a tué parce que les gens qui venaient partouzer dans ces avions, c'est toute la jet set mondiale. Voilà, dont un certain Bill Gates qui fréquentait Jeffrey Epstein. Alors je ne peux pas affirmer qu'il est partouzé avec des mineurs, mais enfin, il a quand même fréquenté Jeffrey Epstein. Donc Jeffrey Epstein est mort et la seule personne qui est restée, c'est sa compagne Ghislaine Maxwell. Elle a été attaquée, elle a été condamnée par la justice. Et de très nombreuses jeunes filles qui étaient mineures à l'époque affirment avoir été violées par Jeffrey Epstein et par Ghislaine Maxwell. C'est-à-dire qu'elle participait aux ébats sexuels. Et surtout, c'était elle qui a mené ces jeunes filles à Jeffrey Epstein. C'est l'entremetteuse. Et vous avez de très nombreux témoignages au procès, je pense à Sarah Ranson, Maria Farmer, celle qui se faisait appeler Jeanne d'Autroy, etc. Vous avez une quantité de jeunes filles comme ça qui ont témoigné lors du procès. Ghislaine Maxwell a été inculpée pour avoir aidé, facilité et contribué aux agressions sexuelles de Jeffrey Epstein de 1994 à 1997. Or, Ghislaine Maxwell a peur d'une chose, elle a peur d'être assassinée justement parce qu'elle a participé à ces ébats, même avec des célébrités. Et elle est en train de distiller dans la pièce le fait qu'elle posséderait dans un endroit secret des cassettes où on verrait des gens très très célèbres forniquer avec des mineurs. Et là, vous voyez apparaître ce roman, oui, c'est presque un roman, cette enquête journalistique de Laurence Haïm. Est-ce que Laurence Haïm a été envoyé pour protéger, préserver certaines personnalités politiques? Et quand on sait que Laurence Haïm est très proche de Joe Biden, on peut véritablement s'interroger. D'autant plus qu'il y a une affaire quasi similaire qui sort en ce moment et qui a fait les gros titres de la presse américaine. Je dis similaire dans le fait que on parle de frasques sexuelles. Il se trouve que lors de la perquisition du FBI de la maison de Mar-a-Lago, j'avais fait une vidéo là-dessus, on a trouvé un dossier sur Emmanuel Macron, sur sa vie privée. Alors il y a eu énormément de fantasmes et de thèses. On ne sait pas exactement ce que possède ce dossier, mais on sait que c'est des éléments de sa vie privée. Or, j'ai envie de dire dans les chaînes de réinformation, on connaît tous le régime alimentaire d'Emmanuel Macron. Il préfère par exemple la farine pour faire des crêpes. Et lorsqu'il veut pimenter sa vie, il préfère nettement les radis noirs aux huîtres. Je pense que vous m'avez compris. Voilà, ça va pas être une nouvelle pour la presse de la presse de réinformation. Par contre, pensez à tous les Français qui ont lu VSD, Paris Match, Voici. Pensez
à cette femme, cette Mimi Marchand, qui a fait en sorte de construire un narratif. J'avais fait un numéro là-dessus, nous expliquant que c'était un couple fusionnel entre Brigitte et Emmanuel, qu'ils s'aimaient et qui nous avait vendu Brigitte et Macron à la plage, Brigitte et Macron à la montagne, Brigitte et Macron qui s'isolent pour vivre leur petit week-end amoureux avec 300 journalistes. Bon, j'avoue que vivre un week-end en solitaire avec 300 journalistes, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin, ils nous ont vendu n'importe quoi. Et là, ces gens-là, je connais des gens dans mon entourage, ils risquent de tomber des nues. Parce que quand on leur disait, ouais, attendez, Macron, il est encore un peu bizarre, ils ne voulaient absolument rien entendre. Donc, ça risque véritablement de surprendre bien des personnes. Mais pour la presse de l'information, je crois que nous savons à peu près tout. Voilà. Alors, en parlant de Macron, eh bien, le Figaro a décidé de faire la fête à Emmanuel Macron. J'ai été sidéré en ouvrant le Figaro, parce que je fais la revue de presse de Libération, du Monde, pour trouver à peu près des articles, pour essayer de construire mon travail. Et là, je vois 7 articles, mais profondément anti-Macron. Alors, quand je dis 7 articles, j'ai moi-même été déstabilisé. Je ne sais pas si c'est l'affaire du jet privé. Vous savez que Dassault, qui possède le Figaro, fabrique des jets, et qu'il y a un ministre de Macron qui voulait un petit peu punir les possesseurs de ces jets en mettant une taxe. Alors, voilà un petit peu ces articles. Conseil de la refondation politique. Cela patine. Boum. Grosso modo, l'article dit que c'est un gadget et que ça ne sert pas à grand-chose. On associe à un sondage et le sondage donne raison aux gens de l'opposition qui ne participent pas à cette refondation qui est une sorte de gadget. Ensuite, Pape Ndiaye. Eh bien, les Français n'ont pas confiance à 62%. Je reviendrai sur Pape Ndiaye dans un instant. Ensuite, encore un article anti-Macron. Les Français n'ont pas confiance pour protéger leur pouvoir d'achat, majoritairement. Ah, dis donc, ça commence à faire beaucoup. C'est quoi? C'est l'humanité, le Figaro? Et puis on vous parle de délestage, ce qui vous attend cet hiver, vous allez avoir froid. Et puis vous avez une chronique sur le sabotage du nucléaire français par le gouvernement Macron. Alors là, vous vous dites, la coupe est pleine. Et enfin, il termine sur la rentrée scolaire avec l'école, avec tous les problèmes de l'école et des problèmes de laïcité. La laïcité n'est plus respectée à l'école. Les jeunes qui défendent la laïcité sont agressés, insultés. Et puis, quand vous pensez qu'il y a l'affaire McKinsey, alors là, ça, c'est le bouquet. La presse est en train de sortir l'affaire McKinsey. Alors, l'affaire McKinsey, il faut bien comprendre, c'est que l'État français, Macron, a signé un contrat de 375 millions d'euros avec McKinsey pour travailler évidemment avec eux, on a l'habitude, on a fait un numéro spécial McKinsey. Le seul ennui, vous le savez, si vous suivez cette chaîne, eh bien c'est qu'il y a une enquête sur McKinsey. Comment se fait-il que Macron continue à travailler sur McKinsey alors que la justice enquête dessus? Alors véritablement, c'est un scandale absolu, Macron ne semble rien respecter, et là, on vient d'apprendre quelque chose, mais qui est de l'ordre... Je ne sais même pas qualifier, parce que les bras nous en tombent. Macron a fait produire un rapport qui a coûté 28 millions d'euros. Et dans ce rapport, on nous dit qu'il faut couper le chauffage dans les écoles et universités de la nuit. Un prix du rapport, 28 millions d'euros. Sachez que ce rapport fait quelques pages. C'est-à-dire vous écrivez 3-4 pages pour donner des idées les plus basiques possibles. Et on vous donne 28 millions. Pour faire une économie de combien? De 20 millions? Vous voyez un petit peu où est le problème. À une entreprise américaine qui est connue pour sa corruption. Alors, vous comprenez que ce pouvoir macronesque, eh bien, il est tout simplement insupportable et qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, que nos médias qui commencent à donner ce genre d'informations les relaient de manière un peu plus puissante. Mais nous avons aussi vu cette semaine de nombreux économistes, je vous avais parlé de Toiti, mais là on a vu l'anglais, nous expliquer que les sanctions contre la Russie, eh bien, avaient été littéralement contre-productives, que la Russie, en fin de compte, était couverte de cash. Et que l'anglais, en fait, François Langlais avait fini par conclure que les sanctions contre la Russie, en fait, c'était des sanctions contre l'Europe et contre la France. Eh bien, c'est quand même assez intéressant de l'entendre, alors que c'est une information que nous avons donnée pendant des mois et des mois en expliquant que les sanctions contre la Russie se retourneraient contre nous. On était traités de complotistes, et puis, bien voilà, il suffit que 2-3 économistes regardent la vérité en face et finissent par la donner aux Français. Alors, nous avons des sanctions qui se retournent contre nous et il faut bien dire que ces sanctions font vraiment peur à tout le monde aujourd'hui parce que nous avons un nombre de
comment dirais-je, de reportages qui arrivent et qui nous expliquent. Regardez ce qu'écrit Philippe Murer, l'excellent Philippe Murer. Les fonderies de Chaumont, 150 personnes. Ses coûts en électricité sont passés de 150 000 à 1,5 million d'euros et 6 millions pour 2023. Bon, c'est clair que ces petites et moyennes entreprises vont devoir licencier. Que vont devenir les salariés de ces petites et moyennes entreprises? Ce sont des centaines de milliers de petites entreprises qui sont menacées par l'augmentation de l'énergie. C'est pour cette raison qu'il faut une énergie abondante. C'est pour ça que le général de Gaulle, avec le plan Mesmer, avait construit des 50, 60 centrales nucléaires pour pallier à ce genre de choses. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Macron a voulu s'aborder le nucléaire français. Et puis on voit des choses que l'on connaît depuis qu'on est petit. On a tous bu dans ces verres à la cantine, les fameux verres Duralex. Eh bien, la société Duralex était obligée d'arrêter un petit peu pour sauver la société parce que le coût devient trop important. Et ce genre d'exemple, je pourrais les multiplier à l'infini. Et Macron, que fait-il? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose, Macron. Il lui remue du vent, il fait de la refondation pour nous faire croire pas mal de choses, mais tout ça, c'est du vent. D'autant plus que nous avons la rentrée scolaire. Alors, j'ai écrit un texte extrêmement virulent contre le monde éducatif, que j'accuse plus ou moins d'être le bras armé de Macron, puisque, en effet, c'est à l'école. C'est pas qu'on apprend les bêtises, tagadagada, certains reconnaîtront peut-être cette chanson parce qu'ils ont eu des enfants. Non, c'est à l'école qu'on apprend à être un wokiste, c'est à l'école qu'on apprend à être un européiste. En effet, les professeurs d'histoire géo expliquent aux élèves que l'Europe c'est beau, l'Europe c'est grand, l'Europe c'est la prospérité, malgré la guerre en Ukraine, malgré le sabotage de nos centrales nucléaires, malgré le déclassement de la France, ils continuent à tenir ce discours de propagande. Ils tiennent le même discours sur le climat en nous expliquant qu'il faut sauver la planète et faire du développement durable. Alors vous me direz, mais oui, il faut lutter contre la pollution. Bien sûr, mais ils ne remettent pas en cause l'Europe qui est comme je vous l'ai montré dans le précédent numéro, qui est le principal pollueur dans la mesure où ils soutiennent le mondialisme. Et c'est vous qui payez la facture, ce ne sont pas les gros pollueurs. Non. Donc, en fin de compte, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et les professeurs, aujourd'hui, sont chargés par Pape Ndiaye de faire cette chose qui a révolté notre Marie-Estelle Dupont. La priorité du gouvernement, visiblement, c'est d'éduquer un peu plus les enfants à la transsexualité. En effet, Pape Ndiaye a dit au nom de l'épanouissement personnel, il faudra faire venir les LGBT. Je tiens à signaler que les LGBT, ce sont des groupes extrémistes qui, normalement, ne devraient pas entrer dans les écoles. Voilà la priorité du gouvernement. C'est de ne pas faire en sorte que vos enfants apprennent à lire, à écrire, vos petits-enfants. Non, pas du tout. C'est l'éducation à la transsexualité, c'est l'éducation aux LGBT. Et un autre professeur a dénoncé cette chose, et là c'est de plus en plus grave. Sans tabou, un professeur de lycée décrit dans son livre ces petits arrangements qui tuent, la montée de l'islamisme à l'école, et surtout la lâcheté de certains de ses collègues face à l'endoctrinement des élèves. Et oui, on n'affronte plus les radicaux, au contraire, on les laisse se développer dans les lycées, et il ne faudra pas s'étonner aujourd'hui, demain, que la France bascule dans l'intégrisme. C'est à l'école, encore une fois, que les choses se passent. Et il y a une sorte de collaboration d'une grande partie du corps enseignant. Je tiens à signaler, puisqu'on parle des Marie-Estelle Dupont, que ces mêmes enseignants ont fait porter le masque à des tout-petits. Et cette Marie-Estelle Dupont nous a expliqué que ça a entraîné des choses tout à fait catastrophiques dans le développement de nos enfants. Voilà, il y a un moment donné, c'est à l'école que les choses se passeront. C'est à l'école qu'il faudra vraiment refonder pour reconstruire notre nation et que certains professeurs devront s'expliquer, et je dis bien s'expliquer, de leur collaboration avec des forces qui sont, il faut les qualifier, des forces totalitaires. Voilà. Alors on va passer à quelque chose, on va passer au dossier ukrainien. Alors le dossier ukrainien, je ne pensais pas un jour dans ma vie que j'allais défendre Ségolène Royal. Eh bien, il ne faut jamais dire Fontaine, tu ne boirais pas de son eau. Ségo a envie de faire parler d'elle. Elle a décidé de soutenir la raison, ce qui est rare chez elle, donc il faut quand même le souligner. Ségolène Royal met en doute certains possibles crimes de guerre en Ukraine. Zelensky propage des fake news. On est en train de se faire embobiner par Zelensky, s'interrogent les journalistes. Oui, eh bien, on avait vu Thierry Mariani qui nous avait dit la même chose, et puis énormément de spécialistes en disant mais il faut arrêter avec le narratif de Zelensky, il raconte n'importe quoi. Et sur cette chaîne, nous avions d'ailleurs parlé de cette centrale nucléaire qui était tenue par les Russes et qui, en fin de compte, était bombardée par les Russes. En tout cas, c'est ce que disait la presse. Il y avait même des missiles qui n'explosaient pas. Puis en fait, c'était des cheminées de la centrale nucléaire. Donc, ils nous racontaient littéralement n'importe quoi. Il se trouve qu'on a appris, et c'est une information
qui est aujourd'hui accepté. C'est-à-dire là, vous avez le plan de la centrale nucléaire. Il se trouve qu'il y a eu 2 attaques des Ukrainiens pour prendre cette centrale nucléaire avec des commandos qui ont été qualifiés anglais, mais ça, c'est une information que je ne peux pas certifier. Et il y avait sur la gauche des barges de débarquement, c'est Xavier Moreau, vous pouvez regarder l'excellent numéro de Stratpol là-dessus, et ils ont été repoussés. Et alors, pourquoi cette information est hallucinante? C'est qu'elle s'est déroulée au moment où les agents de l'ONU, de l'agence atomique, venaient visiter la centrale nucléaire. Alors à tel point qu'on a vu, pour vous dire, pour cacher que les Russes torturaient les membres qui travaillaient dans cette centrale nucléaire. Bon, ça c'est encore une information qui n'a pas été vérifiée. Et puis, au moment de cette attaque de la centrale nucléaire, nous avons appris que, vous l'avez certainement vu dans les journaux, vous avez été abreuvé qu'il y avait une énorme attaque contre la Russie, c'est une attaque ukrainienne contre la Russie. Et Régis de Castelnau ou Xavier Moreau ont dit, mais sur le plan stratégique, mais qu'est-ce qu'ils font? On a presque, il faut bien dire, on pense à tous ces pauvres bourgs ukrainiens qui se font massacrer aujourd'hui par l'armée russe. Et j'ai vu une vidéo de TikTok particulièrement atroce où on voyait des jeunes kieviens, de tous ces gens qui dirigent, qui font la fête, et les gars, eux, ils sont sous les bombes. Et on voit les soldats ukrainiens qui pleurent parce qu'ils se disent, nous nous sacrifions pour des gens qui font la fête à Kiev. Et là, sur cette photo, vous voyez qu'en fin de compte, ils ont créé un couloir. L'armée ukrainienne, les pauvres bouts, se font marmiter par l'artillerie russe. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on encore soutenir Zelensky? Comment un type qui envoie ses classes populaires se faire massacrer pendant qu'une partie de sa jeunesse dorée fait la fête à Kiev ou à Monaco? Faut pas se leurrer, Il suffit de voir les plaques de certaines très très belles voitures de luxe à Monaco sur la Côte d'Azur pour comprendre qu'une partie de la jeunesse dorée de Kiev, elle est chez nous, Elle n'est pas sur le front. D'autant que les Italiens nous sortent une affaire, alors celle-là la fait rire énormément. Il se trouve que Zelensky possède des maisons de milliardaire, c'est une maison en Italie, vous imaginez le prix, qu'il a certainement acheté avec de l'argent. Où peut-il avoir cet argent? J'en ai parlé, puisqu'il a été condamné dans les Pandora Papers pour avoir détourné. Et donc on a appris que il se pourrait que les gens qui louent sa maison en Italie, eh bien ce soient des Russes. Ah oui, business is business, monsieur Zelensky. Voilà. Alors les Ukrainiens ont dit non, pas du tout, on avait donné une annonce de location, tout sauf des Russes. Mais tout sauf des Russes, c'est raciste ça. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire des Russes? Vous voyez en même temps qu'ils sont pris. D'un côté, ils louent cette villa des Russes alors qu'il fait la guerre contre la Russie. Mais s'il ne veut pas louer à des Russes, c'est du racisme parce que parfois les Russes ne sont pas forcément d'accord avec le gouvernement russe. Vous voyez un petit peu les choses. En tout cas, c'est une sale affaire pour Zelensky parce qu'on apprend qu'il a des très belles maisons qu'il a financées avec certainement l'argent de la corruption. Voilà. Alors, justement, je voulais terminer sur l'Europe, sur cette Europe que les professeurs vendent à nos enfants à longueur de journée pour en faire des abrutis, des crétins, comme disait Bricoli. Et je vais citer Emmanuel Todd. Les européistes vivent avec une idée fausse. Ils se pensent comme des démocrates libéraux, alors qu'en réalité, la zone euro a liquidé la souveraineté et donc la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que les européistes ne savent pas qu'ils sont des fascistes. Et oui, il n'y a pas de démocratie sans territoire. Il n'y a pas de démocratie sans nation. À partir du moment où vous enlevez la souveraineté des nations, vous n'êtes plus en démocratie. C'est quelque chose que l'on répète depuis 1992 et certains Français sont en train de s'en apercevoir avec les conséquences des politiques européistes. Alors maintenant, c'est le temps de la conclusion. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que tous ces personnages-là, les Macron, on voit qu'ils sont attaqués parce que énormément de milieux économiques comprennent un peu tard qu'ils ont été bernés par Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron n'était pas pro-business, mais Emmanuel Macron était là pour faire l'agenda européen, mettre en application l'agenda du World Economic Forum, et que dans cet agenda, ils commencent à le lire, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils doivent disparaître. Alors c'est le moment un petit peu de prendre conscience de ça, et énormément de chefs d'entreprise sont en train de se réunir et se dire « Oh là là, Macron devient dangereux ». Donc vous aurez sur les télévisions de plus en plus de gens qui vont taper sur Macron. Et c'est ce que nous voyons, économistes, hommes politiques. Tout ça, ce sont des gens qui ne viennent pas par plaisir ou parce qu'ils sont des résistants comme nous dans la réinformation. Non, ils viennent parce qu'ils sont envoyés. Ils sont en quelque sorte des influenceurs de groupes de pression. Voilà. Donc on espère véritablement
que Macron ne réussira pas son coup. D'autant plus qu'on est à peu près certain qu'il veut mettre en place le place carbone. Et on m'a susurré dans l'oreillette, même si j'en ai pas, que Sandrine Rousseau avait été chargée en fin de compte de présenter une écologie extrêmement agressive pour que Macron puisse présenter une écologie un peu plus raisonnée. C'est la vieille technique, on fait peur, et puis on dit non, moi je suis pas aussi méchant, je vous fais juste le passe carbone avec l'identité numérique. Bref, nous avoir comme il nous avait eu avec le Covid. Eh bien, cela a fait flop. On sent que Macron est complètement sur le reculoir. Quand tu as l'information que je vous avais donnée qu'il voulait absolument faire en sorte de tout faire avec son conseil de défense, eh bien, les membres de l'opposition, enfin, ont dit non, on ne veut pas de cela. Donc, comme vous voyez, Macron, depuis qu'il n'a plus la majorité au Parlement, il est sur le reculoir, il est obligé de composer avec son opposition et ça devient très, très compliqué pour lui. Allez, il faut garder la confiance, il faut garder l'espoir et puis il faut rien lâcher. Bien à vous, à bientôt.